François Esprit Grangier, Les exils d'un Chartreux, les 5 premiers chapitres. Les moines chartreux laissent peu de traces dans l'histoire. Ces silhouettes furtives qui peuplèrent les monastères carthusiens au XVIIIe siècle n'avaient pas de smartphone ni de compte Twitter pour tenir au courant leurs followers au jour le jour. Concernant ces hommes, épris de solitude, il est rare que nous ayons des informations sur eux. Mais les soubresauts de l'histoire, à la veille de la Révolution, en ont décidé autrement. Chassés de leur monastère, les religieux furent contraints de se regrouper dans les dernières chartreuses de Provence, Villeneuve et Montrieux, en août 1791, puis déportés, forcés de fuir à l'étranger, tombés dans la clandestinité ou bien exécutés durant la Terreur. Ils sortirent de l'ombre, ou d'une lumière trop vive, pour rejoindre le siècle. L'un d'entre eux nous intéresse particulièrement, Don François Grangier. Religieux chartreux, entré à Bompas en 1773. Il choisit l'exil en Italie en 1792 et devient hôte de la Chartreuse de Bologne de 1793 à 1797. Chassé par les armées napoléoniennes, il se réfugie à Trieste entre 1797 et 1805. Après le sacre de Bonaparte, il espère un retour de la vie monastique en Provence et revient à Salon, sa ville natale. Découvrant la pastorale et le ministère en paroisse en tant que vicaire puis curé, il est finalement nommé près de Marseille, à Saint-Ginier. Chapitre 1. Salon de Provence. François Esprit Grangier est né le 18 mai 1755 à Salon de Provence. Son père, Joseph, est un négociant aisé de la ville. Il a 2 enfants, Hyacinthe et Ursule, avec sa première épouse, Élisabeth Dumas. Après son décès, il se marie avec Jeanne Bernard, dont les grands-parents étaient notaires royaux dans les années 1720. François Esprit est l'aîné, issu de ce second mariage. François Esprit s'épanouit et reçoit une éducation soignée en compagnie de son frère et de ses 4 sœurs. Son prénom de baptême est caractéristique d'une foi solide vécue en famille. Il devient un chrétien fervent, un étudiant consciencieux. Le jeune homme est probablement scolarisé chez les pères cordeliers de la ville, dont le couvent est resté célèbre pour avoir accueilli le tombeau de Michel de Nostre-Dame, dit Nostradamus, jusqu'à la Révolution. François Esprit reçoit chez les pères une solide formation, à la fois humaine, intellectuelle et spirituelle. Sa bonne connaissance du latin surtout sera un atout tout au long de sa vie monastique. Chapitre 2. Les moines chartreux. François entre, à 18 ou 19 ans, à la Chartreuse de Bompas. La Chartreuse de Bompas est la plus proche de sa ville natale. Bompas se situe au bord de la Durance, à moins de 40 km au nord de Salon de Provence, sur la route d'Avignon. Grâce à la générosité des souverains pontifes, la Chartreuse n'était pas en France, mais en territoire pontifical. Les pères de Bompas purent consacrer des moyens financiers plus importants que dans les autres chartreuses de Provence, et cela sans étalage de richesse, car tout est fonctionnel à Bompas, ordonné à la vie contemplative. Pour les paroissiens de Salon, comme pour François Esprit, la Chartreuse, avec ses hautes murailles,
la rigueur de sa règle et sa simplicité toute cartésienne devaient produire, avec Avignon et ses splendeurs, l'effet d'un singulier contraste. Ses études terminées à Salon, il s'apprêta donc à faire ses premiers pas dans la vie religieuse et à revêtir l'habit des novices de l'ordre des Chartreux. Chapitre 3. Une vie heureuse à Bompas. La Chartreuse que le jeune François Esprit a connue à la fin du XVIIIe siècle n'était pas si différente de celle de Montrieux à Méhoun, encore en activité. Elle était un havre de paix où se côtoyaient religieux et laïcs dans une parfaite harmonie sous le regard attentif du prieur. Au total, près de 50 personnes vivaient à l'intérieur des murs de la Chartreuse de Bompas. Comme dans toutes les Chartreuses, le prieur est le responsable de l'ensemble de la communauté. François Esprit a connu plusieurs prieurs. Le dernier, dom Hugues de Massilian, élu en 1782, eut la lourde responsabilité d'accompagner ses frères jusqu'à leur expulsion en septembre 1792. Il était assisté d'un vicaire, son bras droit, comme l'a été Don Grangier pour le prieur de la Chartreuse de Laverne, lorsqu'il fut délégué par Bompas en 1791 pendant les tout derniers mois de l'ordre. Le coadjuteur et le procureur de la communauté sont aussi choisis parmi les pairs. Le coadjuteur est chargé des relations avec les personnes qui sont accueillies dans l'hôtellerie. Le procureur fournit une aide précieuse quant à l'administration temporelle de la maison. Beaucoup plus jeune que le prieur, dom Emmanuel Néry, procureur de Bompas, durant les années 1790, tenta habilement, mais en vain, de défendre son couvent contre les exactions révolutionnaires. En 1773, Bompas, qui était un couvent-école, comptait 17 religieux et était capable de fournir des moines aux autres Chartreuses qui ne possédaient pas en interne de structure de formation. On comptait également à Bompas près de 30 domestiques, représentant tous les corps de métier de l'époque. Charretiers, meuniers, tonneliers, jardiniers, chargés de lessive, tailleurs de pierre, maçons. Un dernier acteur s'invita au devant de la scène au lendemain de la Révolution. La communauté villageoise de Caumont-sur-Durance, pour réclamer avec âpreté de sa part du butin les terres de la Chartreuse. Le frère François a tout juste 21 ans quand il prononce ses premiers vœux, le 28 mai 1776, quelques semaines après le décès de son père, le 9 mars 1776. Il est admis, au terme de son noviciat, à prononcer des vœux de stabilité dans l'ordre des Chartreux et la communauté de Bompas. Lors d'un recensement en 1768, Villeneuve comptait 40 religieux de chœur et 17 pour Bompas. À titre de comparaison, au XVIIIe siècle, Marseille comptait 13 pairs, Durbon 16, Aix 12, et en 1790, Montrieux et Laverne ne comptaient que 12 pairs chacune. Pour pallier ces différences, il n'était pas rare que Villeneuve ou Bompas délèguent un pair pour les autres petites Chartreuses en finançant leur entretien. C'est le cas du père Grangier, envoyé par le prieur de Bompas pour assister le prieur de Laverne au début de l'année 1791, en tant que vicaire. Il devient hôte de la Chartreuse de Laverne, établi dans une maison dont il n'était pas professe. Appelé ainsi
a quitté la Chartreuse dans laquelle il était entré, 17 ans auparavant, Don François Esprit va connaître un destin exceptionnel, faisant de lui un témoin unique des Chartreuses de Provence pendant les années les plus sombres de la Révolution française. Retiré dans ce véritable désert qu'est la Chartreuse de Bompas, ses premières années de vie religieuse sont celles de l'enfouissement et du travail de l'esprit. Don François aura toujours la nostalgie de ces années de paix profonde. Des années plus tard, alors qu'il est curé de Saint-Ginier, il apprend que la vie religieuse a repris à la Grande Chartreuse de Grenoble, mais à 72 ans, il appréhende les austérités de la règle de Saint-Bruno. Il écrit donc à son évêque, Monseigneur Fortuné de Masneau, le 22 août 1827. Fort de son expérience de vie monastique hors des murs d'une Chartreuse, à Nice et à Trieste, il demande à son évêque un lieu dans une petite campagne aux environs de Marseille et témoigne son attachement à son ancienne vie. « Mon intention, monseigneur, est de me retirer dans une petite campagne aux environs de votre ville épiscopale, pour ne m'y occuper que de mon propre salut, en observant un règlement de vie que notre général autorisé par le souverain pontife nous donne lorsque nous séparâmes de lui à la Chartreuse de Bologne, d'où nous fûmes chassés par les agents de Bonaparte. Il serait plus consolant pour moi d'aller me réunir à mes chers confrères de la Grande Chartreuse pour y mourir entre leurs bras, mais je sens qu'à mon âge, il me serait entièrement impossible de m'accoutumer aux rigueurs de ce climat, ainsi qu'au jeûne continuel et aux veilles qui m'étaient déjà très pénibles lorsque j'étais encore à la fleur de mon âge. Chapitre 5. Traquenard à Bompas. Les 5 premiers chapitres nous ont permis de poser le décor des événements dramatiques qui vont survenir dans les années 1790 pour les communautés religieuses contemplatives. Pour des raisons idéologiques et économiques, les ordres contemplatifs seront les premières victimes de la Révolution. Il faut en effet financer la guerre contre les pays européens qui se sont tous insurgés contre les aspirations françaises à un monde nouveau et libre. La récupération des biens de l'Église sera une manne pour la jeune République. Reprenons la chronologie des événements. En 1789, la France connaît une crise économique sans précédent. Louis XVI réunit les États généraux pour trouver une solution à cette crise financière qui place le royaume au bord de la faillite. Le député Talleyrand, évêque d'Autun, propose la mise à disposition des biens de l'Église pour la nation. En échange, Mirabeau propose que l'État subventionne l'Église en assurant le traitement des prêtres et en aidant l'Église dans sa dimension sociale et caritative. En janvier 1790, ces revendications parviennent à la communauté villageoise de Caumont, qui dresse un cahier de doléances pour obtenir la fin de certains privilèges ainsi que l'usage gratuit des terres et des carrières de pierre de la Chartreuse de Bompas. Les habitants de Caumont semblent ignorer que leur ville et la Chartreuse de Bompas ne relèvent pas de l'autorité de la République, mais du pape en tant que territoire pontifical. Dans le royaume de France, en février de la même année, les religieux sont privés de ressources. L'Assemblée constituante ayant dissous les ordres religieux sans que le pape n'ait été consulté. Ces nouvelles parviennent aux oreilles des habitants
de Caumont-sur-Durance, qui voit dans ces dispositions nouvelles l'occasion d'un profit facile. Le procureur de Bompas, délégué du prieur aux affaires économiques, don Emmanuel de Néry, est en première ligne. Le 26 mars, il tombe dans un véritable traquenard organisé par les villageois de Caumont. Le religieux est menacé, intimidé, forcé de signer le transfert de propriété de la carrière et des bois de la Chartreuse vers le village. Don Néry en fait un récit savoureux auprès d'un notaire d'Avignon, le 29 mars 1790. Pour une lecture plus facile, le texte, écrit par le religieux, est repris sous forme de dialogue. Le 26 mars, 2 habitants se présentent aux portes de la Chartreuse à 6 heures du matin. Ils annoncent au prieur que la nation est à présent propriétaire des bois et de la carrière de pierre de Bompas. Ils l'invitent à venir sur les lieux pour assister à cette prise de possession. Don Emmanuel demande sceptique. « Et qu'entendez-vous par nation ?» La communauté de Caumont, répondent les villageois. « Ah bon ? Autant dire que les habitants de Caumont s'approprient les terres de la Chartreuse ? On ne dit plus communauté villageoise, on dit nation à présent, et vous êtes priés de nous accompagner. » Don Emmanuel n'entend pas se laisser faire. Permettez-moi de me soustraire à cette invitation fondée sur l'injustice la plus criante et m'inspirant de sérieuses craintes sur ma propre sécurité. Si vous refusez de nous suivre, c'est toute la communauté de Caumont qui va venir en foule vous chercher, vous, votre prieur et tous les religieux, pour vous forcer à venir sur les lieux. Venez, nous pouvons vous garantir votre sécurité. Don Emmanuel finit par céder. Le parti le plus sage et le plus prudent est de ne pas troubler davantage la paix de ses frères. Don Emmanuel se rend donc avec 2 représentants du village vers les carrières de pierre. Quelques personnes sont là. Don Emmanuel les invite à s'approcher, mais sans succès. Peu de temps après, c'est une foule impressionnante de 300 ou 400 personnes du village de Caumont, hommes et femmes, qui arrivent vers les carrières. À leur tête, 2 hommes battant tambour, un autre jouant de la flûte, un 4e tient fièrement un drapeau tricolore. Ils sont suivis par monsieur le consul, affublé de son chapeau, le pro-secrétaire et le substitut du greffier. Don Emmanuel demande la raison d'un tel attroupement. Pas de réponse. Il interroge de nouveau le consul. Dans la foule, une voix se fait entendre. « Nous venons au nom de la nation prendre possession des carrières et des bois. Pouvez-vous me présenter vos titres de propriété ?» « Ils existent, » répond Don Emmanuel, « dans nos archives et dans les registres notariaux. La Chartreuse est fondée en droit. Son incontestable propriété relative à ses terres, bois, carrières, est légitimement et solidement établie sur des transactions et des sentences arbitrales acquiescées par la ville de Caumont depuis des siècles. Ce n'est ni le temps ni le lieu de vous en donner connaissance, mais si vous voulez députer des personnes instruites et versées dans les affaires, je me ferai un plaisir de vous prouver le bon droit de ma communauté en vous présentant tous ces titres et ces actes de propriété. Mais je vois bien que vous n'attendez pas de moi des preuves. Vous avez le projet de vous emparer des terres de la Chartreuse et vous ne reculerez pas devant ce projet injuste et peu réfléchi. Don Emmanuel vient de mettre à jour leur projet de spoliation.
la tension se fait plus palpable dans la foule. Un habitant de Caumont, que Don Emmanuel a reconnu, crie à la foule. « Que faisons-nous ? Voulez-vous prendre possession ?» Les habitants du village se mettent à scander « Nous le voulons, nous le voulons !» Il se tourne vers le consul et l'invite à prendre ses responsabilités. « Qu'attendez-vous ? Prenez votre pic, frappez sur la pierre et prenez possession de la nation. » Les habitants de Caumont interpellent le substitut du greffier, un dénommé Richard. Il est sommé de rédiger le procès-verbal alors que plusieurs se mettent à crier. Le temps n'est plus où les riches appesantissaient la main sur les pauvres. Heureusement, ceux-ci ont pris leur place et ils n'ont plus besoin de l'autorité du vice-légat pour se faire justice, depuis qu'elle a été reconnue que tous les hommes sont égaux. Immédiatement après la rédaction du procès-verbal de prise de possession par le consul, le substitut du greffier en fait lecture à haute voix et le remet au consul. Les villageois deviennent menaçants, armés de pioches, de pics et de marteaux qu'ils brandissent. Ils avancent avec le consul et vers Don Emmanuel, de plus en plus inquiets. Ils veulent le contraindre à signer. Don Emmanuel Néry résiste. Des habitants lui font observer qu'il est libre de signer ou de s'en abstenir. Immédiatement rassuré par cette réplique, à laquelle il ne s'attendait pas, Don Emmanuel répond « Eh bien, si je suis libre, je vous déclare que mon intention n'est pas de signer. » Aussitôt, on lui répond « Vous êtes libre, mais cette liberté n'est pas absolue. Elle ne vous dispense pas de signer. » Dans son fort intérieur, le religieux relève l'incohérence, mais poursuit. « Alors, permettez-moi du moins d'ajouter ma signature, que c'est forcé et contraint que je la donne. » Don Emmanuel finit par signer, en faisant procéder sa signature de ces quelques mots. À la sollicitation du public de Caumont, a signé la présente. Quelques jours plus tard, le 29 mai 1790, il consigne par écrit, devant un notaire d'Avignon, le récit de ces événements. Et quoique ma communauté ne puisse être compromise par ma signature, qui d'ailleurs n'a été que l'effet de la violence et de la crainte, j'ai cru surabondamment et en tant que de besoin devoir consigner dans cet acte public les faits ci-dessus que j'affirme être marqués au coin de la vérité la plus exacte et la plus scrupuleuse pour y recourir et m'en prévaloir en temps et lieu contre tous, pour obtenir de la ville de Caumont des dommages et intérêts résultant de ces événements révoltants et malheureux pour ma communauté. Les circonstances actuelles ne permettent pas de recourir à des remèdes efficaces et capables d'en arrêter les effets. Je proteste en conséquence de l'injustice et de la nullité de tout le contenu du dit procès-verbal, ainsi que de la signature que j'ai été forcé de mettre. Parmi les religieux de bon pas, le prieur est bien sûr le premier à être tenu informé de cet incident. Et malgré tous les efforts du procureur pour ne pas troubler la prière de sa communauté, les religieux apprennent eux aussi quelques jours plus tard ces nouvelles inquiétantes pour l'avenir de la Chartreuse. Don François Grangier fait encore partie de la communauté jusqu'au début de l'année 1791. Autre événement marquant pour toute l'Église, la promulgation de la Constitution civile du clergé en juillet 1790. Même si elle ne s'adresse pas aux religieux d'ordre contemplatif, elle inaugure une crise dramatique entre l'Église et l'État.